Ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième journée du Congrès Femmes en Sciences. Et donc, pour ouvrir cette journée, nous allons commencer par la table ronde du coup Plafond de verre, une réalité dans les carrières scientifiques. Et donc, avant d'entamer cette table ronde, qui mieux que nos intervenantes pour se présenter. Je vais leur laisser la parole pour nous exposer leur carrière qui constitue aujourd'hui votre carrière. Je vais peut-être commencer par Madame Dupont qui est à distance. Bonjour à tous. Écoutez, je vous remercie de cette invitation. Je suis ravie d'être là et désolée de ne pouvoir être avec vous en présentiel. Alors, vous voulez que je commence plutôt par la fin ou par le début? Comme vous voulez. Bien, écoutez, j'ai fait un bac scientifique et des études de sciences et donc plus particulièrement en chimie. Donc jusqu'à un doctorat. Et juste pour petite anecdote, peut-être dans ce moment-là, quand j'étais à ce moment-là en DEA, donc qui correspond donc à ce moment-là au Master 2, mon encadrant me demandant ce que je voulais faire. Et puis il me disait enseignant, ce serait bien pour une femme. Voilà. Et moi, je lui avais dit, moi, enseignant, jamais de la vie, je vais travailler dans l'industrie. Et puis, donc voilà, un doctorat que j'obtiens donc en chimie. Et puis après, écoutez, je postule à un poste de maître de conférence en Bretagne, sur lequel je suis retenue, et à l'université Bretagne Sud, endroit où je vais faire ma carrière jusqu'à maintenant, puisque donc j'ai été maître de conférence. Je me suis beaucoup engagée auprès des étudiants, des directions d'études, de la réussite des étudiants pendant de nombreuses années. Et puis, un jour, un professeur qui était le doyen de la faculté des sciences vient me voir et me dit, écoute, on a pensé à toi, ce serait bien si tu postulais pour être doyen. Oh là, j'ai dit, oh là là, vous êtes vraiment sûr que c'est une bonne idée, parce que je ne suis pas sûre que je vais savoir faire en fait. Je dis, autant j'ai la reconnaissance des étudiants tous les jours, celle de mes collègues, ça me semble une montagne à dépasser. Il me dit, si, faudrait que tu y ailles. Bon, puis je finis par me laisser convaincre, et c'est comme ça que je candidate. Et je suis élue. Et voilà, donc j'entame du coup de nouvelles fonctions que j'ai énormément aimées. Et voilà, c'était vraiment nouveau et l'impression de faire un nouveau métier. Et puis ensuite, donc, quelque part, de fil en aiguille, j'étais un petit peu rentrée dans un certain nombre de tâches collectives. Et puis en 2012, le président Jean Peters, qui a été donc président pendant 8 ans, jusqu'en 2020, me propose d'être sa première vice-présidente en charge du conseil d'administration, que j'accepte. Et puis voilà, donc à nouveau un autre métier, mais toujours au sein de l'université. Et quelque part à la fin, au bout de ces 8 ans, c'était presque devenu d'ailleurs du coup plus légitime de dire oui, tu peux candidater pour la présidence de l'université. Et c'est ce que j'ai fait donc en 2020, et j'ai été élue de manière assez compliquée, puisque c'était en pleine pandémie, au mois de juillet 2020, et je suis donc présidente de l'université Bretagne Sud depuis ce temps. Et puis quelques mois après, juste pour terminer, c'est la conférence des présidents d'université qui m'appelle. Il dit, on a pensé à toi, ce serait bien si tu venais au bureau de la CPU. Et là c'est pareil, je me dis, oula, moi je suis jeune présidente, je ne connais pas encore grand-chose, voilà, ça va être compliqué. Puis je me fais conseiller par une ancienne présidente qui était elle-même au bureau, en me disant, écoute, tu vas apprendre plein de choses, tu vas voir, c'est très intéressant, ça apportera beaucoup à ton université, vas-y. Et j'ai accepté et j'y suis allée. Et voilà, c'était une équipe de 3. Nous étions seuls candidats en même temps. Et nous avons été élus en décembre 2020 pour un mandat de 2 ans. Très bien, merci. Peut-être juste pour que tout le monde puisse comprendre, est-ce que vous pourriez nous expliquer très rapidement ce qu'est la CPU?
Alors la conférence des présidents, en fait, hein, qui s'appelle depuis le début janvier France Université, c'est la conférence en fait hein, qui regroupe en fait hein, tous les présidents des universités de France et qui porte en fait dans le débat public l'ensemble en fait des sujets hein, qui concernent donc l'université, aussi bien formation, recherche internationale, réussite étudiante. Et on est donc en contact beaucoup avec notamment les différents ministères hein, de près ou de loin qui peuvent en fait apporter et contribuer en fait à la visibilité et sur les sujets de l'université. Donc c'est aussi bien évidemment assez naturellement le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais également donc le ministère du Travail, le ministère des Finances et le ministère de la Santé, voilà. Et on est en contact et c'est pour porter donc les sujets de l'université avec ces différents ministères et évidemment une grande prédominance avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Verdier. Oui, bonjour à tous, à toutes et à tous. Juste le parcours qui vient de nous être raconté l'a été fait avec beaucoup d'humilité. Alors que, enfin, et puis il fait écho aussi peut-être à mon parcours qui, comme celui qui vient nous être raconté, est jalonné par des sollicitations d'hommes. Voilà, donc le mien, rapidement, moi j'ai commencé aussi par une licence, un master à l'université Paris-Orsay, et puis assez vite passionné en fait, mais ça c'était peut-être dans l'ADN, je dirais, familial, assez vite intéressé par les questions de développement et de développement dans les pays du Sud. Et donc assez vite, en fin de master, j'ai un professeur aussi qui est venu vers moi et qui m'a dit mais écoute, je vois ton appétence pour travailler dans les pays dits en développement, disons les pays moins avancés. Et est-ce que ça t'intéresserait de faire un DEA en phytopathologie? Donc la phytopathologie, c'est la science qui s'intéresse aux maladies des plantes et des cultures. Il m'a dit parce que voilà, il y a des perspectives et il y a des besoins dans les pays, notamment en Afrique. Donc j'étais tout de suite très intéressée et donc il m'a amené, il m'a conduit. C'était vraiment quelqu'un de très inspirant à commencer cette carrière sur ce domaine très spécifique qui est comprendre l'épidémiologie de ces maladies qui attaquent les cultures. Et donc j'ai fait un DEA et je suis partie au Togo. Où là j'ai travaillé aussi en compagnie de collègues masculins qui m'ont beaucoup appris sur le terrain. Puis après, c'était l'opportunité aussi par l'IRD, qui s'appelait à l'époque l'Orstom. Donc l'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement, qui m'a proposé de faire une thèse et de partir dans un autre pays d'Afrique, en République du Congo. Et pour la petite histoire, quand le futur directeur de thèse m'a dit, voilà, j'ai une thèse possible au Congo, je me suis dit, mais où est-ce que c'est déjà? Donc, il m'a fallu rentrer vite, regarder une carte et puis voir voilà, où c'était et comment je pouvais répondre à la proposition. Et donc voilà, ça s'est enchaîné comme ça. En fait, je suis partie donc faire 2 ans de terrain dans des conditions qui étaient parfois difficiles, mais là encore beaucoup entourée par des collègues masculins qui m'ont aidée et qui m'ont aidé à développer ce travail sur le terrain où on s'intéressait à des maladies du manioc qui avaient provoqué de très grosses famines sur les plateaux à l'époque, les plateaux batiqués du Congo. Et puis de fil en aiguille, malgré une thèse qui était difficile, parce que faire une thèse sur le terrain, loin de sa famille, loin de ses proches, dans des conditions parfois compliquées. Une petite anecdote, moi je travaillais sur le manioc, on avait fait des plantations de manioc en pleine forêt, puis un jour je reviens et eh bien les animaux avaient tout mangé, donc mes expérimentations avaient disparu. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce qu'une thèse, c'est court, hein, quand même, 3 ans, c'est court pour sortir des résultats et analyser tout ça. Et donc voilà, de fil en aiguille, je suis rentrée, j'ai passé à ce moment-là un petit temps dans d'autres centres de recherche, l'INRAE, le CNRS, avec toujours des collègues masculins qui m'ont beaucoup accompagnée, qui m'a permis de soutenir une thèse. Et puis ensuite, l'Institut est revenu vers moi, l'IRD, en disant, mais il y a des concours, est-ce que voilà, on t'incite à passer des concours? Là, j'ai beaucoup réfléchi, je ne sais pas trop quoi faire parce qu'en fait, l'IRD, c'est une projection à l'international et vous êtes, dans votre carrière, appelé à partir dans des pays
parfois dans des conditions, comme je l'ai dit, pas très faciles. Et donc, je me suis dit, oh là là, continuer comme ça, je ne sais pas si j'en suis capable. Et là, on m'a dit, mais oui, si, tu l'as démontré par ta thèse, donc continue. Donc voilà, j'ai postulé. Et puis, pour faire, pas trop m'étendre sur ma carrière, mais de fil en aiguille, il y a eu plusieurs séjours de nouveau en République du Congo, puis beaucoup de travaux de terrain en Afrique de l'Ouest. Puis après, je suis partie en Amérique latine aussi, dans d'autres contrées, pour toujours travailler sur la compréhension de ces maladies. Et puis, de fil en aiguille, toujours inspirée à la fois par des hommes et par des femmes. Et je pense que c'est très important, on va en parler, pouvoir avoir des mentors qui vous aident et qui vous guident dans votre carrière. Et ceux-ci m'ont invité aussi à postuler à une bourse Marie Curie, qui sont des bourses très compétitives de l'Union européenne et prestigieuses. Et donc, de fil en aiguille, cette bourse m'a permis de passer 4 ans aux États-Unis, de revenir en France. Petit à petit aussi, on dit, bon, tu montes une équipe, puis après de monter une équipe, tu montes une unité mixte de recherche, et puis après, c'était, eh bien, il faut monter un département scientifique à l'IRD, parce qu'on a besoin de créer de nouvelles opportunités dans les domaines de la biodiversité et de l'écologie. Et à chaque fois, vous avez la même question qui a été soulevée précédemment, c'est est-ce que j'en suis capable, est-ce que je peux faire ça? Et donc, c'est avoir confiance en soi, c'est être aidé aussi par son entourage. Et puis, après avoir été directrice d'un département scientifique, on m'a proposé il y a 2 ans de postuler à la direction de l'établissement. Là aussi, c'est encore une étape pour laquelle on se fait accompagner, on réfléchit en famille aussi, et puis on se lance. Et puis voilà où j'en suis actuellement, et je suis vraiment très heureuse aussi de partager ce moment avec vous et avec mes collègues ce matin. Merci beaucoup. On peut voir du coup dans les 2 premiers parcours qu'il y a différentes étapes à franchir. On aura l'occasion de parler un petit peu des freins que vous avez pu rencontrer. Madame Piketty, est-ce que je peux vous laisser vous présenter? Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais rejoindre vraiment ce qu'ont dit mes 2 collègues. C'est très curieux parce qu'on a vraiment à la fois des parcours très, très divers, mais finalement les mêmes moteurs. Donc moi, je suis ingénieure chimiste et docteur en physique. Et donc, comme Catherine, en fait, quand j'étais très jeune, j'avais dit j'aimerais bien travailler sur une plateforme pétrolière. Et mon père m'a dit, mais tu voudrais pas être prof de maths plutôt? Et donc, je trouve qu'être prof de maths, c'est un très beau métier. Je trouve aussi que travailler sur une plateforme pétrolière pour une femme, ça doit être difficile. Donc, je n'ai pas d'objection sur ce que m'avait dit mon père. Mais ça m'a fait réaliser très jeune, en fait, que finalement, j'aurais sans doute pas la même liberté de choix de métier qu'un homme. Et la deuxième chose, c'est que ce n'était pas une fatalité. Et que donc, ça permettait de se donner, on pouvait se donner les moyens finalement de faire le métier qu'on voulait, même si on était une femme. Donc moi, j'ai commencé par faire une thèse après mes études à l'école de chimie de Paris, une thèse à l'ONERA, dans l'aérospatiale. J'ai fait 1 an et demi chez Veolia, puis je suis rentrée au CEA, donc il y a plus de 25 ans maintenant. Donc le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc j'ai commencé par travailler dans la sûreté nucléaire. Et ensuite, très rapidement, 2 ans et demi après mon entrée, le directeur du centre de l'époque m'a proposé un poste de chef d'unité responsable d'installation nucléaire de base, donc qui était vraiment le métier que je voulais faire, c'est-à-dire du management de petite équipe à l'époque, et puis aussi plutôt industriel, si je puis dire, même si je travaille dans un organisme de recherche. Et donc, c'est aussi l'importance d'avoir des personnes qui nous aident aussi à progresser. Donc, le mentorat, c'est vraiment important. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup des hommes, mais aujourd'hui, dans les postes qu'on occupe, c'est aussi notre devoir d'aider des jeunes, que ce soit des hommes ou des femmes, mais effectivement, en montrant notre expérience, d'aider des jeunes femmes scientifiques à progresser dans leur carrière. Et c'est vraiment quelque chose d'important. On a été aidés dans notre carrière et c'est normal qu'on puisse aujourd'hui aider les plus jeunes à choisir leur voie et puis à les aider à atteindre leurs objectifs. Donc moi, je suis restée au CEA donc, depuis 25 ans. J'ai été aussi 1 an, j'ai travaillé au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et puis 1 an à Matignon en tant que conseillère technique auprès du Premier ministre. Et puis je suis revenue au CEA. Donc, je travaille dans un organisme qui offre beaucoup de possibilités
de voir autre chose. Et donc, en rentrant, j'ai demandé pour la première fois, parce qu'en fait, on est beaucoup, enfin, je trouve, en tout cas, moi, j'ai beaucoup été choisie finalement. On m'a proposé des postes, mais rarement j'ai été demander un poste. Et je pense que ça aussi, il faut vraiment travailler sur ce sujet-là en tant que femme, parce que je crois que les hommes ont moins de freins à aller demander un poste. Et donc, voilà, j'ai obtenu, non sans mal, mais ce poste de directrice de l'assainissement et du démantèlement sur les installations du CEA. Et puis ensuite, eh bien, en 2018, l'administrateur général du CEA m'a proposé d'être son adjointe. Et donc, depuis 2018, je suis administrateur général adjoint du CEA, le numéro 2 donc, du CEA. Voilà. Merci beaucoup. On a pu voir vos évolutions sur l'ensemble de votre carrière. Malheureusement, toutes les femmes à l'heure actuelle sont parfois confrontées à des freins. On peut souvent, et on va définir ça comme un plafond de verre difficile à franchir. Pour que toutes et tous puissent comprendre et se saisir du sujet que nous allons aborder, pourriez-vous définir ce qu'est pour vous un plafond de verre et comment l'expliquer? Je ne sais pas qui potentiellement voudrait prendre la parole, peut-être Madame Dupont à distance. Écoutez, merci beaucoup. Alors effectivement, hein, le plafond de verre, c'est effectivement, pour moi, ça existe depuis un certain moment et ça représente effectivement quelque part la difficulté, la retenue aussi probablement qu'ont les femmes en fait à, comme le disait donc juste auparavant, donc attendez, j'ai pas retenu le nom de Laurence Piketty, donc hein, effectivement que eh bien, on se retient aussi souvent en fait hein, de passer et d'aller chercher un poste. Et donc, on a aussi cette part où on est plutôt en retenue. Et donc, hein, c'est l'impression effectivement que on n'arrivera pas à aller plus loin que ce que là où on est déjà probablement, et qu'en tout cas, ça ne sera pas simple. Et alors, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Il y a eu beaucoup de rapports qui ont été publiés hein, sur le monde académique, sur un peu ce sujet. Juste pour vous parler un petit peu peut-être de quelques chiffres que l'on peut voir au sein de l'université. Donc, si on a une proportion à peu près d'enseignantes chercheuses qui est toujours en augmentation et c'est très bien. Et mais elles sont encore très nettement inférieures aux hommes puisque on a aujourd'hui, donc, hein, enfin c'était les chiffres datent de 2020. On avait 40% donc hein, des enseignants chercheurs qui étaient des femmes. Et bon, vous voyez que ça progresse, puisqu'en fait, l'année d'avant, il y était 38% de femmes. Par contre, après, donc, ça, c'est sur les enseignants chercheurs en général. Mais dès qu'on passe en fait au statut de professeur, il n'y a plus que 28% de femmes. Et en plus, après, ça va changer dans les disciplines, puisque eh bien, en lettres et sciences humaines, eh bien, elles vont représenter 58%, donc, hein, donc elles sont plutôt relativement nombreuses en sciences humaines et sociales, ainsi qu'en droit, économie-gestion avec 51%, et donc hein, seulement 34% donc, parmi les maîtres de conférences donc, qui sont des femmes. Et quand on passe donc au statut de professeur, eh bien, on a 41% en sciences humaines de femmes et plus que 19% donc, parmi les scientifiques. Donc, vous voyez une très grande différence. Donc, ce plafond de verre, c'est une espèce de barrière invisible, en fait, hein, on pourrait dire, et qui semble bloquer la carrière des femmes. Et pourtant, rien n'empêche, en fait, hein, les femmes d'avancer à la même vitesse que les hommes. Mais en fait, au bout du compte, on constate que c'est ce qui se passe. Après, je pense que dans les carrières de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a aussi un certain nombre de choses qui font que, eh bien, les femmes, elles vont avoir des enfants et elles vont prendre du temps pour ces enfants pendant leur grossesse, pour les premiers mois, voire les premières années des enfants. Et ben, tout ça, c'est des éléments qui ne rentrent pas en fait dans quelque part la façon dont on va comptabiliser la carrière dans le temps.
Et on va rester donc, on va prendre du retard et c'est jamais reconnu tous ces éléments-là. Et pour autant, bien évidemment, les hommes ils continuent d'avancer eux parce qu'ils ne s'arrêtent pas et ça va donc beaucoup plus vite. Et avec tout ça, on a tous ces stéréotypes de genre qui perdurent. Donc, et ça légitime et ça perpétue donc les inégalités entre les femmes et les hommes à l'université. Alors après, ce que je peux vous dire encore, c'est que en moyenne, les femmes dans le monde académique, elles candidatent moins ou plus tard, notamment pour avancer, pour devenir professeur. Elles soumettent moins de journaux également dans des journaux multidisciplinaires. Elles sont souvent aussi moins citées. Elles ont de fait un succès aussi de taux plus faible dans les demandes de financement. Elles sont aussi moins souvent invitées dans des conférences internationales ou alors dans des choses moins prestigieuses. D'ailleurs, dans les médias également, elles sont moins sollicitées. Il y a des biais de genre donc, qui restent toujours très persistants, comme quoi les garçons seraient brillants, forts, malins, audacieux, alors que les filles, elles sont sages, sont soigneuses, sont bien organisées, sont discrètes. Et quelque part, au-delà de ce qu'on peut voir... j'ai un exemple en tête. J'avais suivi une année une formation donc pour montrer que effectivement, quand on était une femme, il fallait arrêter de se sentir illégitime notamment. Et on voyait que ça commençait très très tôt. Et il y avait un petit film de quelques minutes qui montrait en fait deux parents et il y avait 10 mètres à parcourir et il y avait un petit garçon d'une part dans la première partie du film. Et le petit garçon, il devait donc passer des petits obstacles en plastique pour rejoindre ses parents. Et puis, il y avait les parents qui étaient « Allez, allez, vas-y, tu vas voir, tu vas y arriver, allez, vas-y !» Alors que quand c'était la petite fille « Attention, doucement, va pas trop vite, tu vas tomber !» Et voilà, ça commence déjà là. Oui, donc pour en revenir sur le plafond de verre, c'est vrai, c'est une barrière visible ou invisible qui empêche les femmes d'accéder à des postes à responsabilité, aux postes de décision. Et donc, en fait, c'est difficile d'expliquer de façon simple pourquoi il y a un plafond de verre, parce que ça dépend d'un tas de choses, de préjugés, de sexisme éventuellement, visible ou invisible, mais aussi de stéréotypes qui sont également véhiculés par des femmes, puisque finalement, on est dans cette culture. Et donc, c'est ça qui est difficile à expliquer, mais voilà, c'est ça le plafond de verre, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à franchir, que les femmes ont du mal à franchir pour atteindre des postes de décision. Aujourd'hui, vous le savez, il y a une loi sur les conseils d'administration qui oblige dans les conseils d'administration à avoir 40% de femmes. Donc ça, c'est la loi Copé-Zimmermann qui date de 2011, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Et en fait, ok, et donc c'est vrai que dans les conseils d'administration, ça augmente grâce à ça. Dans les comités de direction, c'est tout à fait différent. Dans les comités de direction, aujourd'hui, ou les comités exécutifs des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, en moyenne, il y a 20% de femmes. Et donc, vous verrez que souvent, on vous explique que c'est normal, parce que, comme on le dit, par exemple, dans mon organisme, ce qui n'est pas du tout le cas, j'y reviendrai plus tard, depuis qu'on a un nouvel administrateur général en 2018, on a atteint un pourcentage de femmes dans le COMEX de 45%. Donc, on est très, très bien placé par rapport à la moyenne nationale. Mais on m'a longtemps expliqué au CEA, quand il n'y avait que 11% de femmes au comité exécutif, que c'était normal parce que de toute façon, il n'y avait que 35% de femmes dans l'entreprise. Oui, mais 35% et 11%, c'est pas normal. Si c'est normal, parce qu'à chaque étage, il y en a de moins en moins, évidemment, au fur et à mesure qu'on progresse, et donc 11%, c'est mathématique. Moi, je pense que ce n'est pas mathématique, mais culturel, parce que si on regarde ce qui se passe dans une entreprise de luxe, donc ce n'est pas nos entreprises à nous, où il y a plus de 60% de femmes cadres, eh bien, dans le comité exécutif, il y a 12% de femmes. Donc, ce n'est pas mathématique, c'est vraiment culturel. Chez les infirmières, c'est pareil, il y a beaucoup d'infirmières, mais les cadres infirmiers, c'est majoritairement des hommes.
Donc c'est ça qu'il faut d'abord identifier et puis faire comprendre que c'est pas du tout mathématique, c'est vraiment culturel, c'est vraiment parce qu'il y a des préjugés, c'est vraiment parce qu'il y a un tas de raisons certainement qui ont été évoquées précédemment sur la vitesse de progression des femmes. Mais c'est tous ces stéréotypes qu'il faut d'abord comprendre et puis dont il faut se libérer, et que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs. Hein, et donc ça va prendre du temps, et c'est pour ça qu'on y reviendra dans le cours de l'exposé. Il faut donner des objectifs qui soient ambitieux pour qu'on arrive à un équilibre. Et je vous dirai ensuite pourquoi c'est important dans la vie d'une entreprise d'avoir cette parité, cette diversité, au-delà de la parité d'ailleurs, cette diversité dans les entreprises, parce que c'est ça qui enrichit l'entreprise. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais peut-être pas revenir sur la définition du plafond de verre, mais bon, il faut le voir voilà, comme un plafond, comme un obstacle, et c'est vrai que comme il est en verre, eh ben, il est invisible, et donc on ne se rend pas toujours compte, et c'est ce que vous venez de décrire, on ne se rend pas toujours compte des freins, de l'autocensure que nous opérons nous-mêmes en tant que femmes. Mais alors moi, je voudrais revenir peut-être. Alors, Madame Dupont l'a très bien décrit aussi les chiffres dans l'enseignement supérieur et la recherche. Dans les organismes comme celui que je dirige, la situation, elle est en train d'évoluer, et fort heureusement. Puis je pense que globalement, c'est quand même en train d'évoluer. Nos jeunes, moi je vois, ma fille, j'ai un fils, une fille, tous les deux, quasiment tous les jours, ils me parlent de ces questions d'équilibre, de parité homme-femme. Donc je pense que les nouvelles générations, elles se sont complètement emparées, enfin je l'espère, hein, elles se sont complètement emparées du sujet, et c'est très bien. Mais au niveau de nos organismes de recherche, c'est vrai que la situation, elle reste encore un peu fébrile sur le plan de la parité, puisqu'on a à peu près un tiers de ces organismes qui sont dirigés par des femmes, donc c'est encore très peu. Mais alors pourquoi on en est là? C'est parce que il y a de l'autocensure, ça c'est très clair. C'est un processus aussi, je dirais, sociétal qui prend du temps, voilà, de faire évoluer les mentalités. On a quand même des contextes législatifs aussi qui sont là et qui nous rappellent nos devoirs de parité. Hein. Il y a la loi Fioraso de 2013, il y a la loi de la transformation de la fonction publique aussi qui impose de la parité. Et pour exemple, moi, à l'Institut de recherche pour le développement, à l'IRD, une des premières choses que j'ai posées en arrivant, c'est je veux de la parité à tous les niveaux. Donc, au niveau de la gouvernance, on est plus de femmes que d'hommes. J'ai une DGD femme, diplomate. J'ai une secrétaire générale qui est une femme aussi. Et puis, je suis accompagnée de 2 hommes, un directeur scientifique et puis un directeur scientifique adjoint. Et donc, lors des concours aussi, puisque vous savez que chaque année, on recrute, comme dans les établissements, d'autres établissements, on recrute des chargés de recherche, des ingénieurs, des techniciens, des volontaires du service civique, des volontaires internationaux, des apprentis, des doctorants. J'ai demandé à ce que ce soit du 50-50, hommes-femmes. Et donc, j'ai présidé déjà 2 comités d'admission. Et d'ailleurs, la question m'a été posée par les membres du jury en me disant « Mais qu'est-ce que vous souhaitez ? Vous souhaitez un 30-70 ? Vous souhaitez un 40-60 ?» J'ai dit « Non, moi je veux du 50-50 ». Et donc, on a travaillé dans ce sens-là et on est arrivé effectivement à faire bouger les lignes depuis 2 ans. Et on l'avait fait d'ailleurs avant, mais voilà, progressivement, on y arrive. Moi, je reviens un peu sur l'autocensure parce que c'est vrai qu'on est assez humble, hein, même dans la manière dont on décrit nos parcours. On reste toujours un petit peu en retrait et du coup, on manque un peu de visibilité. Ça a été très bien dit par vous dans la presse. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Les plateaux télé, c'était beaucoup d'hommes. On est souvent quand même dans des cercles très masculins. Et donc, il faut y aller, hein, il faut franchir les barrières. Et puis, comme l'a dit aussi Madame Dupont, il ne faut pas oublier qu'on a les charges de famille. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué le fait de devenir maman. Il y a aussi le fait de devenir papa. Je pense qu'on est quand même de plus en plus dans un équilibre. Mais c'est vrai que dans les carrières, encore, ça n'est pas assez reconnu à tenir compte d'un arrêt dans sa carrière parce qu'on s'est mis en disponibilité pour s'occuper des enfants. Voilà, c'est souvent -2, -3 ans hein, dans une carrière. Donc ça pèse aussi beaucoup et ça fait que les femmes peuvent avancer moins vite que les hommes. Mais je pense que tout ça est en train de changer. En tout cas,
Moi, en tant que dirigeant d'établissement, je fais en sorte que ça puisse changer, mais je pense que comme nous tout aujourd'hui. Madame Verdier, dans votre discours, on entend souvent le fait d'être humble. Je pense qu'il faut le dire, vous êtes toutes les trois à la tête de grosses structures, qu'il s'agisse du coup d'instituts de recherche ou de formation. Et du coup, comment avez-vous franchi les obstacles devant vous pour aujourd'hui en arriver là? Je ne sais pas qui souhaiterait prendre la parole. Oui, alors en fait, comme je disais, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Moi, j'avais envie de faire du management. Je voulais faire un métier technique. Je voulais faire ne pas me cantonner à ce qu'on me proposait forcément. Donc, j'avais cette volonté-là. Ensuite, il y a eu des opportunités et comme le disait ma collègue, j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont fait confiance. Ça, c'est important aussi parce que, je l'ai dit aussi tout à l'heure, on a cette humilité que je pense qu'il faudrait qu'on ait moins, parce qu'on n'ose pas. En général, on ose moins demander, enfin on osait, hein, parce que maintenant qu'on est plus, enfin, en tout cas moi qui suis maintenant plus âgée, j'ose plus, donc très bien, c'est l'expérience. Mais quand on est jeune, voilà, on n'ose pas, on attend, on est plutôt attentiste. Or, en fait, j'espère que d'ailleurs les jeunes générations sont plus punchy que nous et osent plus. Et donc, voilà, j'ai eu la possibilité de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont proposé des postes finalement de responsabilité. Alors, de responsabilité de niveau chef de service, ce qui est déjà un très beau niveau parce qu'on a du management, on a des programmes à réaliser, des objectifs, des jalons à tenir, enfin voilà, des choses très intéressantes à faire avec des populations très variées et des salariés avec lesquels on travaille qui viennent d'horizons différents. Enfin, c'était vraiment passionnant. Et donc, voilà, c'est la conjonction de la volonté d'avoir des métiers à responsabilité, finalement, et puis la chance de rencontrer des gens qui nous font confiance. Après, moi, je pense qu'il faut aussi se libérer du poids qui pèse sur les femmes, parce que souvent, on dit, bah oui, mais... Alors, c'est sans doute arrivé dans ma carrière, mais je ne l'ai pas su, mais... Oui, mais c'est normal. Elle a été nommée parce que c'était une femme, fallait respecter la parité, les quotas. Mais on s'en fiche, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est qu'on fasse nos preuves dans les postes qu'on va occuper. On fait nos preuves, on est compétente, on est reconnu pour nos compétences, peu importe pourquoi on a été nommé. Parce que dans le passé, enfin, alors moi, j'ai rencontré au cours de ma carrière quelques hommes incompétents. Et on n'a jamais dit, oui, mais il est incompétent parce que c'est un homme. On ne l'a jamais dit ça. Et donc, cette différence de traitement, elle est juste là-dedans. Et moi, je dis, c'est pas grave si on est nommé parce qu'on est une femme. C'est une chance même. Parce que finalement, pendant longtemps, pour les freins qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'il y a des stéréotypes, parce qu'il y a du sexisme avoué ou pas, ou parce que c'est culturel tout simplement, hein, c'est pas forcément volontaire, hein, il faut le voir, et bien on a été moins mis en avant. On l'est plus aujourd'hui pour rétablir un certain équilibre, et bien c'est très bien. Je pense qu'il ne faut pas... faut arrêter de penser que parce qu'on a été nommé sur un objectif ou un quota, on mérite moins qu'un autre. Non, non, on fait nos preuves. Et si on ne fait pas nos preuves, de toute façon, on sera sanctionné, si je puis dire. En tout cas, voilà, on nous dira, ben non, finalement, tu ne corresponds pas à ce qu'on attendait. Enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut tuer ça. Il faut arrêter de se dire, non, non, mais moi, je ne veux pas être nommée parce que je suis une femme. Eh ben, moi, ça ne me dérange pas d'être nommée parce que je suis une femme. C'est pas un problème. Tant mieux pour moi, quelque part. Et donc, je pense que ça, c'est très important. Et une fois qu'on aura, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, une fois qu'on sera arrivé à un certain équilibre, encore une fois, 50-50, c'est très bien, mais ce n'est pas forcément l'objectif qu'on aura ensuite. Quand on sera arrivé à cet équilibre, on ne se posera même plus la question.
parce que ce sera naturel, parce que ce sera normal. On ne se dira pas il faut absolument qu'on ait des femmes parce qu'on n'est pas assez nombreuses, ou au contraire, on pourra se dire il faut absolument maintenant qu'on fasse venir dans les équipes des hommes pour établir un peu l'équipe. Peu importe, une fois qu'on ne se posera plus la question, eh ben, on aura réussi ce qu'on veut, ce qu'on vise, c'est-à-dire qu'il y ait une diversité dans les équipes qui est forcément un atout pour l'entreprise. Mais tant qu'on ne l'a pas vraiment atteint, on ne peut pas s'en rendre compte. Madame Verdier, alors on ne le voit pas en direct, mais il y a eu beaucoup d'acquiescement dans ce que Madame Piketty vient de dire. Est-ce que vous voulez peut-être compléter ou... Enfin, je crois que vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais enfin, il ne faut pas se cacher, ces parcours-là, c'est beaucoup d'investissement, hein. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de volonté, c'est beaucoup de rigueur aussi dans ces parcours, enfin, je pense dans nos 3 parcours. Mais, et donc, comme vous l'avez dit, on est là parce qu'on a des compétences scientifiques, il faut les faire sans doute mieux connaître et reconnaître. C'est des fonctions aussi de leadership, c'est-à-dire que voilà, il faut être en capacité d'assurer aussi un management de haut niveau. Donc, moi je dirais l'obstacle, c'est celui-là, c'est le temps que ça demande, l'investissement que ça demande, et comment est-ce qu'on arrive là aussi. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est du mentorat. Et moi, dans ma carrière, j'ai 2 femmes qui m'ont vraiment beaucoup marquée. C'est celles qui m'ont accompagnée à mon retour de République du Congo, quand je rentrais avec une thèse que je trouvais très bancale, et je me suis dit, je vais jamais y arriver. Et c'est une femme, je peux dire son nom, parce qu'elle est toujours là, Monique Lemâtre, qui dirigeait un centre de l'INRAE à Versailles. Elle m'a vraiment pris sous son aile, à tel point que c'était je t'emmène le soir chez moi, je vais te montrer comment on rédige, parce que rédiger une thèse, c'est pas facile. Et donc, elle m'a beaucoup accompagnée, avec énormément de rigueur. Alors là, c'était un choc pour moi, hein. J'ai beaucoup appris. Puis après, au cours de l'intérieur, j'ai rencontré d'autres femmes, et notamment une femme extraordinaire aux États-Unis qui m'a accueillie dans son laboratoire, complètement ouverte aux femmes, et tout en train de me dire, mais il faut qu'on s'aide entre nous, il faut ensemble, Valérie, il faut qu'on fasse avancer, qu'on travaille à la promotion des femmes. Et c'est aussi quelque chose que je découvrais, que j'ai découvert assez tard dans ma carrière. Et c'est une femme qui m'a beaucoup accompagnée, qui m'a proposé d'ailleurs à des prix internationaux, qui est toujours, moi, en me disant, mais non, c'est pas moi qui dois y aller. Il me dit, si, absolument, vas-y. Et donc, ce mentorat, il est absolument essentiel. Et c'est pour ça, quelle richesse quand vous dites, c'est pas un objectif 50-50. Pour moi, c'est un objectif parce que je vois toute la richesse que d'avoir dans mon entourage autant de femmes que d'hommes qui m'accompagnent au jour le jour. Parce qu'un homme ne fonctionne pas quand même tout à fait de la même manière qu'une femme. Je pense qu'on est très pragmatique, on a un emploi du temps serré, on sait où on va, les réunions, elles sont limitées dans le temps. Enfin, on a une manière de s'organiser qui est un petit peu différente parfois de collègues masculins. Et moi, je dis quelle richesse. Et travailler à ce mentorat, c'est extrêmement important. Il faut qu'on continue, et dans les positions où nous sommes, on doit continuer à le faire. Et puis, je dois dire aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, arriver là, c'est un parcours aussi personnel qui peut être très influencé, certes au cours de notre carrière, mais elle est influencée dès l'enfance. Et Madame Dupont l'a très bien dit tout à l'heure, l'attitude des parents vis-à-vis des enfants est très importante. Donc moi, j'étais très influencée par ma mère, qui est une pianiste, une femme très investie dans l'enseignement, et enfin, c'est une concertiste, et puis très influencée par une grand-mère qui, je crois, dans les années 1920, était la première femme à sauter en parachute de la Tour Eiffel, et qui montait sur les tables en dansant le Charleston. Et quand elle me racontait tout ça, mais pour moi, c'était waouh. Voilà. Et puis on parle de génération du siècle dernier, donc ce sont des femmes inspirantes. Puis évidemment, en sciences, énormément de femmes inspirantes. D'ailleurs, je salue tous les panneaux que vous avez installés à l'extérieur, remarquables, qui retracent des parcours de femmes dans la science. Merci d'avoir fait ce travail, c'est vraiment passionnant. Madame Dupont, vous êtes aujourd'hui à la tête de l'Université Bretagne Sud. Comment avez-vous franchi les obstacles devant vous? Alors moi, un petit peu, juste pour complémenter ce que viennent de dire donc les 2 autres intervenantes. Alors effectivement, moi je suis d'accord, hein, il y a aussi parfois des rencontres, hein, des opportunités. Alors de mon côté,
c'est plutôt des hommes. Alors même si après il y a eu c'est plutôt des hommes quelque part qui m'ont poussé, qui m'ont dit mais si, tu vas savoir faire, tu vas y arriver, tu vas être capable, et qui m'ont poussé en fait à quelque part à sortir peut-être de mon petit confort, en tout cas de ce que je pensais être juste en capacité de faire. Et c'est vraiment des hommes qui sont venus me chercher en me disant mais si, on croit en toi, vas-y, et donc qui m'ont aidé effectivement à passer ces différentes étapes. À côté de ça, il y a aussi d'autres hommes qui, eux, m'ont dit au contraire le contraire. Et en gros, ben voilà, écoute, t'es une femme, c'est déjà bien là où t'es. Écoute, ben voilà, quelque part, tu t'as qu'à t'en contenter. Et notamment au moment de la candidature à la présidence, en disant, ben, vice-présidente, c'est déjà bien. T'imagines quand même pas que tu vas pouvoir devenir présidente d'université. Enfin voilà, n'exagérons pas non plus. Mais quand même, voilà, c'est beaucoup quand même à côté de ça des hommes. Et contrairement à ce qu'ont pu dire là les personnes, moi, j'ai pas tellement été aidée par les femmes. Et au contraire, parfois, ça a plutôt été un peu dur de voir en fait le comportement de certaines femmes vis-à-vis de soi-même, et de pas de se sentir hyper soutenue. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme ces choses-là ont pu être vécues un peu difficilement, en se disant, ben voilà, punaise, même avec les personnes, même sexe que soi, où on voit, elles ont peut-être eu elles aussi des difficultés pour à faire ce qu'elles font. J'ai trouvé ça un peu triste parfois de ne pas être suffisamment accompagnée et soutenue par elles. Et moi, je me suis engagée, je fais du mentorat pour des femmes dirigeantes, puisque je suis à l'association des femmes dirigeantes pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et donc, il y a donc un certain nombre de femmes qui sont autour de l'enseignement supérieur. Je fais partie du conseil d'administration et je suis mentor. J'ai d'ailleurs moi-même été mentorée entre mon temps de vice-présidente avant ma candidature à la présidence, parce que j'avais besoin de passer ce cap aussi en disant oui, tu vas être capable, tu vas savoir, et que ça m'a énormément aidée. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je rende l'appareil, et ça me semble extrêmement important, et donc je fais ça donc depuis que je suis élue, et donc là j'accompagne quelqu'un. Donc ça se fait de manière confidentielle, donc en fait on ne dit pas qui accompagne qui, mais enfin voilà, et je trouve ça extrêmement intéressant et extrêmement important. Et juste aussi pour dire que notamment qu'en tant que femme, j'ai pu le dire tout à l'heure, que parfois le fait d'avoir des enfants, donc moi j'en ai 3, ça peut donc instaurer en fait des ralentissements de carrière du fait d'avoir des enfants. Moi notamment, quand j'ai fait des dossiers de promotion, je mets toujours que j'ai eu des enfants et en quelle année, pour que ça se voit. Parce que ça me semble important, et que ça fait aussi partie de sa carrière professionnelle, à quelque part, et que donc pour moi c'est extrêmement important de mettre aussi ces éléments-là qui constituent quelque part la vie et ce qu'est la personne aujourd'hui, et comment et tout ce qu'elle a fait, et pour moi c'est dans son parcours. Oui, c'est très important ce que vous venez de dire, parce qu'à l'IRD, justement, dans le comité d'admission que j'ai présidé l'an dernier, on s'est aperçu qu'il y avait des dossiers de femmes où étaient mentionnées justement ces périodes pendant lesquelles on prend une disponibilité pour un arrêt pour s'occuper des enfants, et d'autres qui ne le faisaient pas. Et donc, moi, j'ai demandé à partir de cette année à ce que ce soit systématiquement inscrit, parce que des parcours sont différents. C'est vrai qu'on recrute et on recrute malheureusement de plus en plus tard. L'entrée dans nos organismes de recherche, l'an dernier, si je regarde, c'était entre 36 et 42 ans, ce qui est beaucoup trop tard. Enfin, c'est pas possible aussi de favoriser un emploi précaire comme ça jusqu'à 36, 37 ans. Et on s'est aperçu, justement en regardant les dossiers, que alors c'est des recrutements 6 ans, 7 ans, 8 ans après la thèse, mais justement ces arrêts-là n'étant pas indiqués, on ne comprenait pas pourquoi les femmes arrivaient si tard à postuler à ces postes-là. Et donc c'est important d'inciter en tout cas les femmes à le dire et à l'inscrire dans leur dossier.
Juste pour rebondir sur ce sujet-là, je crois qu'il faut aussi dire aux jeunes femmes que avoir des enfants, c'est pas un frein, hein. Le congé maternité, c'est 3-4 mois, c'est l'épaisseur du trait. Moi, j'ai eu mes 2 fils pendant ma thèse, donc voilà, j'ai pas eu de problème après d'arrêt pour maternité, mais je pense que c'est dans l'épaisseur du trait et qu'il ne faut pas que ce soit un frein, il ne faut pas que ce soit perçu comme un frein. En plus, mon mari a toujours considéré que sa carrière n'était pas plus importante que la mienne, donc il a toujours beaucoup participé à tout ce qui concernait l'éducation des enfants. Je pense que les jeunes générations sont, je l'espère en tout cas, mais j'ai l'impression, sont aussi dans ce partage plus équitable entre l'homme et la femme. Donc moi, je crois beaucoup au fait qu'il ne faut pas que ce point-là, en tout cas, soit un frein pour la carrière des femmes et l'envie des femmes de progresser et d'avoir des métiers qui leur plaisent, quels qu'ils soient. Alors, c'est peut-être pas seulement les mois aussi où on s'arrête pour des grossesses, c'est aussi le 80%, moi, qui m'ennuie, parce que c'est beaucoup les femmes qui assurent le 80% le mercredi pour s'occuper des enfants. Donc ça aussi, il faut que ça change progressivement, parce que ça impacte aussi les carrières, hein. Ça, on le voit très bien aussi, nous, dans l'évaluation des dossiers. Maintenant que vous avez franchi cette barrière qu'on pourrait définir du coup le plafond de verre par, vous avez pu le dire, le mentorat, par les rencontres que vous avez pu effectuer durant votre parcours, ressentez-vous une différence de traitement ou de considération à votre égard ? Alors, en fait, quand on accède à des postes à responsabilité, le regard des autres change. Et donc ça, c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. Donc moi, j'ai jamais ressenti en fait de différence de traitement par rapport à un homme qui aurait occupé les mêmes postes que ceux que j'ai occupés. Alors, peut-être que je m'en suis pas rendu compte, ça, je ne peux pas dire, mais j'ai pas eu en tout cas cette impression-là. Moi, si je peux intervenir, donc moi non plus, je n'ai pas du tout eu cette impression-là. Au contraire, hein, ouais, je trouve que je suis assez bien entourée avec les personnes avec lesquelles je travaille, aussi bien à la conférence des présidents que dans mon université, et puis le regard des uns et des autres. Je pense effectivement, du coup, le fait de la légitimité ne se pose pas. Peut-être qu'à la limite, c'est plus moi, en fait, quelque part, qui suis en retenue, en me disant, malgré tout, encore, voilà, ce que tu vas savoir faire. Et quelque part, voilà, j'ai un peu de mal à me débarrasser de ça. Un peu de mal à me débarrasser de cette sensation parfois d'illégitimité. Ouais, c'est très personnel. Hein. Oui, non, mais je partage un petit peu ce qui a été dit, mais en même temps, est-ce qu'on poserait la même question à un homme ? Je ne pense pas. Donc votre question, quand même, elle m'interpelle. Non, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est pareil. C'est peut-être le challenge un peu de tous les jours, c'est de montrer qu'on sait faire, et cette question aussi d'avoir confiance en soi, quoi. Et c'est que peut-être les hommes ont plus de facilité, en tout cas, à exprimer que certaines femmes. Et moi, juste pour rajouter, peut-être, c'est que je pense que, du coup, les femmes, comme on part quand même avec ce sentiment un peu de départ, on travaille beaucoup, énormément, pour prouver effectivement qu'on est capable et qu'on est aussi capable qu'eux. Quelque part, enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours eu cette impression-là qu'il fallait toujours prouver, en fait, et prouver plus. Merci. Vous avez pu le dire au cours de la table ronde, les mœurs s'améliorent. Le congrès Femmes en Sciences est aussi là pour montrer que la jeunesse a envie de s'emparer de ces questions et de laisser la place à la femme. Observez-vous une amélioration au fur et à mesure des années et pensez-vous qu'il soit possible d'atteindre la parité dans tous les postes à haute responsabilité ?
Alors, en fait, je pense que oui, bien sûr, il y a des améliorations. Alors, pourquoi? D'abord parce qu'il y a des lois qui encadrent davantage. Il y a la loi Copé-Zimmermann, qui est bien de 2011. Il y a la loi aussi sur, alors je ne sais plus comment elle s'appelait, mais qui a été votée en 2019 sur les coefficients égalité professionnelle. Elle a un nom particulier, c'est l'index égalité professionnelle. Donc, qui permet justement de noter les entreprises sur différents critères, dont notamment la parité salariale, dont notamment la place des femmes dans les postes à responsabilité, les plus hauts salaires, pas de différence de traitement une fois que les femmes reviennent de congé maternité, enfin différents points qui sont notés. Et donc les entreprises, du coup, sont très attentives à la note qu'elles vont obtenir. Et donc ça aide beaucoup. Déjà, ne serait-ce que sur l'aspect salarial, ce qui est un aspect important. Donc oui, ces lois permettent justement de forcer les entreprises à donner une place à la femme qui soit donc plus importante dans l'entreprise. Après, je pense que sans une volonté forte du dirigeant, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, ça retombe comme un soufflet. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, avant l'arrivée de l'administrateur général qui est en poste, François Jacques, au CEA aujourd'hui, il y avait 11% de femmes au comité exécutif. Il y en a 45% aujourd'hui. Donc on voit que c'est possible, on voit qu'il y avait des compétences, on voit qu'il y avait des femmes qui étaient aptes à prendre ces postes, qui sont effectivement des collègues très compétentes. Donc c'est bien parce qu'il y a cette volonté, c'est bien parce qu'on a des objectifs chiffrés, on ne parle plus de quotas parce qu'on ne veut plus entendre parler de quotas, mais l'objectif chiffré c'est la même chose. Mais si on n'a pas un objectif chiffré, on n'atteindra pas ça. Il faut forcer les choses, il faut les forcer sur la durée. Et comme on le disait tout à l'heure, une fois qu'on aura atteint cet équilibre, on ne se posera même plus la question. Et c'est là où on aura gagné. Mais aujourd'hui, on est encore obligé de maintenir la pression pour que les choses se stabilisent. Et on voit qu'il faut que ce soit porté au plus haut niveau des entreprises. Sinon, ça ne fonctionne pas. Madame Dupont, je ne sais pas si... Oui, donc effectivement, donc notamment, en tout cas dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais qui concerne la fonction publique, il y a la loi de la transformation de la fonction publique en 2019 qui donc oblige en fait tous les établissements et donc les universités aussi à mettre en place un plan d'égalité professionnelle. Et donc toutes les universités donc sont tenues désormais en fait de mettre en place en fait un plan d'action pour effectivement améliorer cette égalité professionnelle. Et elle va donc effectivement, ça doit se décliner à plusieurs niveaux. Tout d'abord effectivement notamment sur les recrutements, mais aussi beaucoup sur les promotions. Et notamment donc avec la loi pluriannuelle, donc la LPR, la loi pluriannuelle donc de la recherche qui a été votée donc en 2020. Là encore, donc il y a un certain nombre en fait de processus de décrets qui sont mis en place dans le cadre de cette loi et qui vont mettre en place en fait des projets de promotion de maîtres de conférences vers des professeurs. Et là encore, les critères en fait en rapport avec l'égalité doivent faire partie en fait des lignes directrices qui doivent amener en fait à la promotion. Donc ça nous engage effectivement à faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui et donc à progresser. Dans les conseils d'administration des universités, c'est pareil. Donc c'est la loi de 2007, la loi de responsabilité des universités qui a permis en fait de changer les conseils d'administration et de mettre en place. Alors j'hésite du coup si c'est 2007 ou 2013, bon, une des deux, qui a permis en fait, qui a obligé en fait d'avoir alternance de femmes et hommes dans les listes, les listes aux élections dans les conseils et qui a permis effectivement là aussi d'augmenter le nombre de femmes. Donc on voit que effectivement il y a des choses qui progressent. Et donc, ça va dans le bon sens. Mais effectivement, je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant, extrêmement présent et être toujours en fait en alerte pour que, comme disait Madame Piketty, que ça ne retombe pas comme un soufflet. Après, j'ai juste un petit exemple. J'ai été à l'automne dernier interrogée par la mission, une mission en fait de l'Assemblée nationale qui
faisais une mission d'enquête sur ces sujets en fait en termes d'égalité et justement de comprendre pourquoi en fait, et de savoir comment on pouvait faire pour amener plus de femmes et de jeunes filles dans l'enseignement supérieur, mais aussi de jeunes filles effectivement en sciences. Et une des questions qu'ils me posent me disent qu'est-ce que vous pouvez faire pour en fait qu'il y ait plus de jeunes filles en fait dans les études scientifiques. Je leur ai dit, vous savez, écoutez, une fois qu'on est arrivé à l'université, les jeunes filles, elles ont fait leur choix. Trop tard. C'est bien trop tard. Ça veut dire que c'est bien avant qu'il faut commencer à donner envie à ces jeunes filles, en fait, d'aller vers des carrières qu'on pourrait penser qui sont tout d'abord par les hommes. Et je leur disais que, par exemple, il fallait, ça devait commencer tout petit, dès la maternelle, la primaire, et que, il fallait effectivement trouver des femmes qui sont sur des métiers peut-être qu'on peut considérer comme plus masculins et qu'elles viennent à la rencontre dans les écoles pour parler de ce qu'elles font, pour montrer ce qu'elles font, et que ces métiers, ah ben oui, tiens, les jeunes filles et les petites filles, elles vont se dire, ah ben oui, tiens, ah ben oui, peut-être que ça pourrait, peut-être que je pourrais faire, et que ça aiderait certainement, probablement, en fait, à améliorer les choses, et que ça devrait se faire, on va dire, très régulièrement tout au long du temps de l'école, en fait, jusqu'au lycée, et avant, en tout cas, d'arriver à l'université, puisque presque arriver à l'université, déjà, c'est fichu, enfin, j'exagère un peu, mais parce qu'après, bien sûr, après, les jeunes filles, elles vont progresser, et c'est ce qu'elles vont faire aussi qui vont les aider à aller vers des carrières de dirigeantes, mais pour qu'elles soient plus nombreuses à le faire, il faudrait qu'on commence très tôt. Et voilà, donc je pense que ça fait partie des choses qui devraient pouvoir être faites, et c'est pas difficile en fait à mettre en place. C'est juste aussi quelque part des petites actions comme ça. Moi, quand mes enfants étaient petits, j'étais allée à l'école primaire, j'allais régulièrement tous les ans faire magie égale chimie. Et puis, je leur faisais plein de petites expériences qui fument, qui pètent, qui changent de couleur. Et puis, voilà, pour essayer de montrer que voilà, les sciences, c'était beau, et que on pouvait voilà, aussi faire plein de choses. Oui, alors, on a entendu, il y a un cadre réglementaire. Et heureusement qu'il y a ce cadre réglementaire qui a beaucoup évolué depuis pas mal d'années. Et vous avez toutes les deux cité ces lois. Mais au-delà de ça, appliquer les lois dans un établissement, ça n'est pas facile. Donc c'est vraiment aussi changer la culture institutionnelle, c'est la culture de l'établissement. Donc comme vous l'avez dit, c'est aller démarcher, c'est aller les chercher, ces femmes, ces jeunes, sur les postes et dans mon établissement, c'est particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, parce qu'on travaille avec une projection à l'international sud, dans les Outre-mer, dans les pays moins avancés, parce que j'aime pas le mot pays en voie de développement, mais aller chercher des femmes et leur proposer des postes, quid au Mali, au Burkina, au Sénégal, en Afrique du Sud, c'est pas facile. C'est pas facile à concilier avec des carrières personnelles. Et comme j'ai dit tout à l'heure, sont des femmes qui arrivent tard aussi en entrée sur les postes. À 36 ans, on a déjà une petite vie derrière soi, souvent avec des enfants, et donc c'est tout un travail, en tout cas, moi, que je mène au sein de l'établissement. Et alors pour ça, moi, au-delà de la loi qui m'oriente à dire on va faire des recrutements complètement paritaires, c'est m'entourer d'un comité qui réfléchit avec moi de comment mieux influencer et aller chercher les femmes très tôt. Et puis, on n'en a pas parlé aussi, c'est lutter aussi contre les écarts de rémunération, parce que même dans le secteur dans lequel je suis, il y a des écarts de rémunération entre hommes et femmes, donc ça aussi, il y a encore pas mal à progresser là-dessus. Et puis, il y a la recherche, il ne faut pas oublier la recherche scientifique sur le genre. Là aussi, c'est tout un pan sur lesquels vous, les jeunes, vous pouvez travailler et puis apporter aussi peut-être un nouveau regard et de nouvelles solutions. D'ailleurs, et c'est bien dans plusieurs appels à projets, puisque vous savez que dans la recherche, on travaille avec des financements qu'il faut aller chercher. Ça aussi, c'est un gros travail pour les hommes comme pour les femmes, mais qui impose aussi maintenant dans les projets qu'il y ait un aspect genre et puis un respect aussi de la parité dans le développement des projets. Donc ça, c'est bien. Je dirais toutes ces lois font avancer les choses, mais au-delà des lois, dans la pratique,
Je dirais c'est un effort un peu de tous les jours. Pour rebondir justement à ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez qu'en tant que femme, vous avez accès de manière égale aux bourses, au recrutement, à la publication ou aux récompenses d'excellence? Oui, je pense, mais toujours avec les mêmes freins qui existent, hein, notamment ce que disait ma collègue, c'est il faut oser le faire, il ne faut pas avoir de complexe, enfin je ne sais pas quel est le terme exact, il faut vraiment aller au-delà des préjugés. Et donc voilà, il n'y a pas de raison en fait que les femmes aient moins accès à toutes ces récompenses. Elles ont les compétences, elles ont l'expérience aussi, et donc il n'y a pas de raison. Il faut y aller, il faut pas se retenir, voilà. Madame Dupont, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Donc, je pense qu'effectivement, elles ont le même accès, mais comme vient de dire Madame Piketty, je pense que parfois, effectivement, elles se retiennent. Je sais que, par exemple, dans mon établissement, dans le cadre des primes d'excellence, en fait, hein, ce qu'on appelle la PEDR, la prime doctorale et d'excellence donc de la recherche, eh bien, les femmes postulent moins. Et donc, en fait, eh bien, il faut quelque part leur dire, mais si, allez, il faut que tu y ailles, dépose ton dossier. Mais si, bien sûr que tu peux y arriver, dépose ton dossier. Et puis, quitte à trouver quelqu'un qui va notamment peut-être un peu l'aider, l'accompagner, relire son dossier pour la conforter. Mais je pense que les possibilités, enfin en tout cas dans la fonction publique, hein, les possibilités sont les mêmes, mais parfois, effectivement, il faut les inciter à faire, il faut les pousser à faire. Et au final, elles sont lauréates, parce qu'elles le méritent, autant que les hommes. Bah, c'est cette autocensure hein, qu'il faut qu'on essaye de contourner, enfin de lutter contre. Mais c'est pareil, enfin, moi j'ai la même réflexion dans l'établissement, dans l'IRD, aller chercher les femmes sur, par exemple cette année, les ERC. Les ERC, c'est ces bourses très compétitives européennes. Les deux lauréates à l'IRD sont lauréates, donc 2 femmes, vous l'aurez compris. Et moi, j'en suis très très fière, mais pour cela, il faut aller les chercher, les accompagner. Et c'est un travail mais qu'il faut poursuivre et qui prend du temps, parce que préparer des dossiers comme ça, préparer des dossiers de prix, de récompenses, c'est toujours pareil, quoi. Ça, c'est en plus de tout ce qu'on fait au quotidien, donc il faut un accompagnement et il faut du mentorat. Moi, je voulais revenir aussi sur un point. Il y a un site qui est intéressant qui s'appelle lesexperts.com, et j'incite vraiment toutes les femmes scientifiques à aller sur ce site et à s'inscrire, parce que ensuite on vient vous chercher, la presse vient vous chercher pour parler justement de votre expertise dans tel ou tel métier. Donc un petit appel à candidature sur lesexperts.com. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens que vous avez pu citer? Donc on a pu beaucoup exposer le mentorat, justement pour faire en sorte qu'on puisse favoriser la place des femmes dans les prises de décision, donc dans l'évolution de leur carrière. Vous avez pu aussi parler au tout début de son parcours, donc faire en sorte que les filles au lycée puissent s'engager dans des carrières scientifiques. Quels moyens potentiels on pourrait mettre en place au-delà du cadre législatif? Moi, je veux bien commencer, du coup, si vous voulez. Ah, allez, pardon, non, allez-y, je ne voyais pas, allez-y. Donc, par exemple, dans donc l'AFDSRI, hein, qui est l'Association pour les femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc, eh bien, il y a des parcours de formation qui sont mis en place, notamment pour donc, pousser, engager en fait hein, les femmes, quelque part ensuite à prendre peut-être justement des décisions, les accompagner à avoir cette confiance en soi, à mieux connaître en fait l'environnement supérieur et la recherche, pour les amener en fait à se porter candidate sur différents postes, à postuler sur un certain nombre de métiers de décision, et donc vraiment ces formations qui sont
très intéressantes, très importantes, parce qu'elles permettent à la fois de mieux connaître donc, notre environnement, si jamais on veut progresser dans ce milieu, et puis également qui permettent d'avoir en fait des ateliers justement qui vont nous aider en fait à passer peut-être un certain nombre de choses qui peuvent nous paraître compliquées, prendre la parole en public et justement combattre cette autocensure, avoir donc se sentir plus légitime qu'on est, prendre davantage confiance en soi et en fait arriver à se dire que on peut être entouré d'hommes autour, mais après tout, oui, pourquoi pas moi? Et c'est arrivé aussi donc entre femmes quelque part à se soutenir les unes les autres, et ce qui était très fort dans ces formations, parce que j'en ai fait une en 2019 avant de candidater à la présidence, et voilà, ça m'a semblé vraiment très important d'avoir aussi autour de moi voilà, ces personnes qui en fait quelque part m'ont encouragée, mais si vas-y, t'as des convictions, il faut y aller, faut que tu y ailles, faut le faire. Et donc je pense que toutes les formations qui peuvent permettre en fait à ces femmes justement de se dire ah ouais, c'est bon, ok, je vais pouvoir y arriver, je sens que je vais pouvoir le faire, je vais travailler certes, mais je vais pouvoir le faire, je vais y arriver, je serai aussi bonne que si c'était un homme. Et, et je pense que ça peut vraiment aider. Oui, c'est vrai, c'est vraiment des choses qui sont mises en place qui peuvent aider les jeunes femmes. Je crois qu'il y a donc au CEAN, on a une action très en amont là sur plutôt les lycées où on a des actions, les sciences et aussi pour les filles, donc justement pour attirer les jeunes femmes vers les carrières scientifiques. Donc ça, c'est la première étape. Après, je pense que donc on arrive à embaucher beaucoup de femmes au CEA, enfin on est à 36% parce qu'on est métier très technique et il faut qu'il y ait un vivier de jeunes scientifiques qui puissent rentrer, mais ça, on arrive vraiment à le faire. Je crois qu'on a encore un travail à faire sur les postes intermédiaires, donc chef de labo, chef de service, chef de département, pour renforcer en fait la place des femmes dans ces niveaux intermédiaires. Parce qu'on a beaucoup parlé finalement des comités de direction, donc c'est très bien, évidemment, ça doit partir du haut comme je l'ai dit, mais il y a peut-être un travail intermédiaire à faire plus fortement pour inciter, comme vous le disiez toutes les deux, pour inciter les femmes à prendre des postes à responsabilité, à se proposer à avoir envie, à arrêter de s'auto-censurer, tout ça. Et ce travail-là, il n'est peut-être pas fait suffisamment. Donc je pense que ça peut être une bonne action de notre organisme en particulier, mais d'autres évidemment, pour renforcer cette partie-là, l'accès pour les femmes à des postes à responsabilité à tous les niveaux. Et donc, effectivement, le mentoring, la formation, c'est des choses très importantes. Et je crois aussi, pour l'avoir vécu au cours de ma carrière, qu'on voit des évolutions culturelles aussi. Je disais que le poids des stéréotypes, il est aussi chez les femmes. Hein. Mais moi, je considère qu'il y a une vraie solidarité féminine. En tout cas, moi, je le vis avec mes collègues. Et je crois qu'il faut s'appuyer aussi sur des réseaux de femmes, il faut s'appuyer aussi sur cette, quelque part, sororité. Et je pense que ça peut devenir très puissant. On le cultive peut-être pas suffisamment encore aujourd'hui, peut-être parce qu'on n'est pas assez nombreuses, hein, peut-être, je ne sais pas quelle est la raison, mais en tout cas, je pense que ça peut être un levier très puissant qu'on utilise peut-être insuffisamment. Mais alors là encore, moi, le fait de passer en dernier, ça fait que j'ai plus grand-chose à dire, moi. Tout a été quasiment dit, mais c'est vrai que je reviens sur le même constat, hein, par exemple, comme a dit Madame Dupont, sur les primes qui sont données, qu'on distribue chaque année dans nos établissements. C'est vrai qu'on a beaucoup moins de femmes qui postulent, et moi ça m'interroge aussi, donc aller les chercher. La formation, c'est très important. Nous, pour la première fois, l'IRD aussi, j'ai demandé à ce que quand les gens se présentent pour les concours, passent devant des commissions, que les membres de ces commissions soient formés aussi aux entretiens, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a un biais cognitif dans la manière de poser les questions. Les questions sont pas posées de la même manière aux hommes ou aux femmes. Donc cette année, mais je crois que d'autres établissements le faisaient aussi, mais nous, pour la première fois, on a introduit ces formations en amont pour ceux qui vont recruter. Voilà, donc je pense que c'est tout cet ensemble-là qui fait qu'on va avancer. Donc mettre plus de femmes à tous les postes, c'est ça, je pense, qui va
qui va nous permettre vraiment d'avancer sur le sujet. Et à tous les niveaux, comme vous l'avez rappelé. Et puis ça commence jeune, hein, à l'IRD, ça commence par les volontaires du service civique. Là, je reviens de Guyane, j'étais ravie de voir que il y avait une parité parfaite entre ceux qu'on vient de recruter, de filles et de garçons. Donc c'est vraiment super de pouvoir, très tôt dans les carrières scientifiques, attirer les jeunes sur ces terrains qui sont un petit peu éloignés de notre hexagone et sur lesquels aussi, parce que vous avez parlé du contexte culturel. L'IRD, on travaille dans des contextes culturels très différents et parler des qualités professionnelles hommes-femmes, en parler au Mali, au Vietnam ou en Colombie, c'est pas tout à fait la même perception. Donc c'est extrêmement riche en fait de pouvoir partager ces questions-là dans des contextes culturels très différents. Merci. On va passer à la seconde partie de cette table ronde. Et maintenant, ce n'est pas moi qui vais poser les questions, mais vous, que ce soit sur le live ou même en présentiel ici. On n'a pas arrêté de le dire, il n'y a pas d'autocensure. Sentez-vous libre de poser les questions. Donc, je vous laisse la parole. Pour la parole, il faut se tourner vers moi. Et où ? Merci beaucoup. Je vais attaquer avec un sujet peut-être un peu touchy. Vous avez beaucoup parlé d'autocensure et il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous en tant que femmes. Il y a aussi des facteurs extérieurs sur lesquels on peut jouer. Là, je parle de harcèlement sexuel et on est toutes tentées de dire que ça n'arrive pas chez nous. Mais l'IFOP a montré que ça concernait 40% des femmes cadres. Donc c'est beaucoup plus que la moyenne des femmes en France. Moi, je l'ai vécu, que ce soit à l'université, en école d'ingénieur ou dans le monde du travail. Ça a été un frein pour moi. Est-ce que ça a été un frein pour vous ? C'est peut-être aussi une question de génération. Et qu'est-ce que vos instituts et organismes font pour à la fois encourager les femmes à se confier sur ces sujets-là, parce que souvent on reste muette, et ensuite réagir en fonction et essayer de rendre l'environnement de travail plus sain. Alors, en fait, au CE1, on fait des formations à la sensibilisation, enfin des sensibilisations justement au comportement sexiste qui englobent le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles, donc sur tous nos sites, pour que les gens, à la fois ceux qui pourraient avoir ces comportements, évidemment, ne les évitent, et que ceux qui subissent puissent le dire à des personnes qui sont dédiées à ça. Donc on a des référents sur les risques psychosociaux qui englobent cette problématique. On a des médecins du travail, on a des psychologues, enfin voilà, on a des campagnes d'affichage qui sont très bien faites sur justement les agissements sexistes, voire les agressions qui peuvent d'ailleurs aussi porter, majoritairement sur des femmes, hein, ne nous voilons pas la face, hein, mais aussi possiblement sur des hommes, des jeunes hommes. Donc il y a cette campagne qui est faite. Alors ensuite, moi depuis toujours, hein, j'ai rencontré dans ma carrière, non pas me concernant, mais concernant des subordonnés, des problématiques que vous soulevez. Je me suis souvent heurtée à ma hiérarchie qui avait tendance à l'époque à considérer que il n'y avait pas forcément une victime et un coupable, mais deux personnes dont on ne savait pas trop qui avaient fait quoi. Et donc la politique, c'était souvent de dire on les met chacun d'un côté, dans un autre, enfin on punit les deux quelque part. Hein, enfin, donc moi je me suis toujours beaucoup insurgée contre ça. Aujourd'hui, très franchement, dans mon entreprise, les gens sont sanctionnés quand il y a ce genre de comportement, voire ils sont licenciés. Enfin, donc il n'y a aucun état d'âme dans l'entreprise aujourd'hui. Donc c'est vrai que les choses évoluent parce que ça n'a pas été le cas dans le passé. Hein. Donc les choses évoluent et c'est très bien, mais vous avez raison de dire que ça existe et que donc nous, en tout cas au CEA, on incite évidemment les gens qui subiraient ce type de comportement à le dire auprès de référents qui sont formés pour écouter ces paroles.
pense qu'on a répondu, enfin, peut-être répondu pour le CEA, mais c'est la même chose pour l'IRD. Moi, j'apprécie cette question parce qu'elle est un peu touchy, effectivement. Moi, j'ai subi les deux dans ma carrière. J'ai pas, et ça m'a incité à prendre. D'abord, ça a été longtemps enfoui, puis après, ça a été déclencheur de mise en place d'un certain nombre d'actions, et notamment pour l'IRD, et de mettre en place donc les lois dont on a parlé, tout le contexte législatif nous incite et nous oblige à le faire, mais à mettre en place effectivement aussi une cellule d'écoute, un accompagnement de médiation, et puis des assistantes sociales qui sont aussi là pour aider les personnes qui pourraient être dans ces situations-là, et à prendre, comme vous l'avez dit, des sanctions contre les personnels qui pourraient agir de la sorte. Parce que c'est absolument pas acceptable à l'heure d'aujourd'hui de faire face à des violences sexistes ou sexuelles dans les établissements, et nulle part ailleurs d'ailleurs. Madame Dupont, est-ce que vous voulez compléter? Oui, je veux bien. Donc, effectivement, me concernant, effectivement, ça m'est arrivé. Notamment des propos, on va dire, relativement inappropriés entre deux collègues me concernant en mon absence. Et ils avaient un trajet en fait entre deux sites de l'université. Il y avait une collègue femme à l'arrière de la voiture qui a été particulièrement choquée par les propos, et donc qu'elle m'a relaté ensuite. Et donc, je suis allée les trouver en leur disant que même si je pouvais avoir un peu d'humour, et que j'avais même parfois un peu d'humour un peu potache, que les propos qu'ils avaient tenus étaient vraiment lamentables, et enfin, je veux dire, c'était incroyable d'entendre ça dans la bouche de deux professeurs d'université. Après, effectivement, hein, notamment, oui, des difficultés parfois parce que sur la façon dont on s'habille, par exemple. Ça a pu arriver régulièrement. Bon, avec le poste que tu as, enfin, je veux dire, tu ne devrais pas t'habiller comme ça. Si jamais on a une robe ou une jupe au-dessus du genou. Après, moi, c'est des sujets qui me sont, sur lesquels je suis extrêmement sensible. Et il y a quelques années de ça encore, quand sur un comité de sélection où je participais, il y avait un homme du comité de sélection. Quand une femme se présentait, avant qu'elle rentre, il disait « elle est mariée, elle est célibataire, elle n'a pas d'enfants ou elle a des enfants ». Donc on était vraiment dans des biais de recrutement qui semblaient insupportables, que j'avais pu faire remarquer. Et après, j'avais essayé de voir comment on pouvait faire en fait pour effectivement que ça n'arrive pas, ce genre de choses. Mais en fait, les comités de sélection, en fait, ils sont en vase clos. Donc en fait, ce qui s'y dit, on ne le sait pas. Et c'est vraiment problématique. Alors après, effectivement, il faut passer de l'information, il faut indiquer que voilà, c'est des choses qui sont absolument pas possibles et qu'on ne doit pas entendre ça. Et donc, dans mon université, depuis que j'ai été élue, et c'est aussi en lien en fait, avec le plan d'égalité femmes-hommes, suite à la loi, donc la transformation de la fonction publique, toutes les universités, ça existait par ailleurs déjà, mais en tout cas, c'est obligatoire dans tous les établissements maintenant d'avoir en fait une cellule d'écoute et de signalement de tout ce qui concerne le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles. Donc après, effectivement, on a un certain nombre d'actions, on a des séminaires, on fait des événements, on fait des interventions dans les amphithéâtres, on met évidemment de la campagne d'affichage, et on essaye aussi de former nos collègues. Et notamment, moi j'ai mis en place cette année formation obligatoire des managers sur le sujet, effectivement, autour des violences sexistes et sexuelles. Merci. Effectivement, et je rejoins ce qui vient d'être dit parce que ça me fait écho à mon parcours. Je suis élue au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, et donc du coup les cellules mises en place au sein des universités sont maintenant obligatoires. Elles doivent quand même tendre à évoluer parce que le sujet commence à être posé sur la table, mais il faut tendre à faire plus. Merci beaucoup pour cette question. Je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent prendre la parole. Bonjour, je vous remercie pour vos réponses. En fait, je suis une femme
Mais quand je postule à un poste ou à un concours, j'ai envie que mon dossier ou les dossiers des autres ne soient pas traités comme un dossier de femme et un dossier d'homme. J'ai envie que quand je postule ou j'aille à un concours, qu'on soit en fait jugé sur notre mérite. Après, je ne sais pas comment gérer en fait ce paramètre de mérite par rapport, comme vous dites, aux femmes qui doivent mettre entre parenthèses leur carrière pour accoucher, des congés et tout. Mais moi, je trouve qu'aller à un entretien et savoir que peut-être un homme ne sera pas pris parce qu'ils doivent respecter l'égalité homme-femme, alors que sur le papier, sur son parcours, il est plus méritant, on va dire, ou même sur un concours écrit, où peut-être il a une meilleure note, mais on doit respecter cette égalité, donc enlever cette chance à cet homme pour laisser la place à une femme. J'ai l'impression que ça fait un peu l'effet inverse et ça devient discriminant envers les hommes. Et j'ai en fait un exemple où depuis pas très longtemps, en fait, ils doivent respecter la parité dans les jurys de thèse. Du coup, ils doivent avoir autant d'hommes que de femmes. Et dans certains domaines comme la biotechnologie, la bioinformatique, où c'est des domaines très récents et les personnes sont spécialisées dans des domaines, donc il y avait présence de certaines femmes, des professeurs, juste pour respecter cette parité hommes et femmes. Et du coup, ça faisait vraiment l'effet inverse. Et en sortant, moi personnellement, de ces thèses, de ces jurys de thèse, j'avais en tête que pourquoi uniquement les commentaires de ces femmes n'étaient pas très pertinents, les questions n'étaient pas exactement sur le sujet. Après, j'ai compris qu'en fait, elles étaient un peu éloignées du domaine de la personne qui soutenait sa thèse, mais elles étaient sollicitées à cause de cette parité homme-femme. Et du coup, moi, je trouve que en fait, dans tous les domaines, il faut vraiment que ça soit par mérite et que chaque personne doit mériter sa place, en fait, que ce soit homme ou femme. Je veux bien, enfin, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. À l'IRD, on recrute au mérite scientifique. Si il m'arrive d'avoir 2 dossiers et de trancher entre hommes-femmes à mérite égal, et en fonction justement, moi, de la parité à laquelle je souhaite qu'on puisse accéder, je vais choisir le dossier de la femme, mais on a quand même des critères très précis dans l'examen des dossiers en termes de publication, en termes de parcours, en termes de projet. Le projet scientifique va primer. Donc, on a des tas de critères importants qui sont valables autant pour les hommes que pour les femmes. Et votre commentaire sur le jury de thèse, il m'étonne un petit peu. Alors bon, les secteurs que vous mentionnez, je les connais bien, biotechnologie, informatique, enfin on a quand même beaucoup d'experts, mais la constitution des jurys de thèse, enfin je pense que Madame Dupont y reviendra, on est assez contraint parce que en dehors de la parité, il faut prendre en dehors de l'école doctorale et en dehors de l'académie dans laquelle l'étudiant soutient sa thèse. Mais moi, en tout cas, j'ai fait beaucoup de jurys de thèse et j'ai pas mal d'étudiants en thèse. Je n'ai jamais connu cette situation de devoir faire venir une femme qui ne serait pas compétente dans le domaine. Donc c'est peut-être un cas très isolé, je ne sais pas. Mais peut-être que vous avez un autre regard, peut-être. Alors, moi, si je peux me permettre d'intervenir sur les concours, je suis complètement d'accord à ce qui vient d'être dit, parce que notamment sur les concours, les concours, parfois, ça passe par des écrits et des oraux, et c'est bien, effectivement, l'excellence des dossiers, les contenus scientifiques, les expériences qui vont faire qu'il va y avoir un recrutement, et ça va pas, de mon point de vue, en tout cas, dans les concours en fait, de la fonction publique, il n'y a pas d'inéquité en fait de traitement dans le cadre des concours, en tout cas sur la base on a trop d'hommes en ce moment, il faudrait qu'on recrute une femme. Alors par contre moi ça je l'ai jamais vu, donc je pense pas que voilà, c'est vraiment à compétence égale, vraiment il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et sur les jurys de thèse, écoutez, moi c'est quelque chose dont j'ai pas vraiment non plus entendu parler plus que ça.
Donc, je n'ai pas vraiment d'avis. Effectivement, il y a un certain nombre d'obligations sur les jurys de thèse, à la fois sur les compétences scientifiques et, enfin, je veux dire, on ne peut pas mettre n'importe qui dans un jury et être si éloigné que ça du sujet. Alors, j'ai pas d'exemple en tête, donc voilà, je suis un peu étonnée de ce que vous dites. Donc, je pense qu'on est toutes d'accord que de toute façon, ce qui prime, c'est la compétence. Mais ce que vous dites n'est pas faux non plus. À compétence égale, si on veut rétablir un déséquilibre, on choisira plutôt une femme. Donc oui, ce que vous dites en disant que c'est au détriment d'un homme, oui. Donc on ne va pas dire le contraire. Alors là, pour le coup, c'est purement mathématique. Mais à partir du moment où on sait qu'il y a un déficit dans certains lieux en termes de nombre de femmes à des postes, si on doit privilégier une femme, ce sera au détriment d'un homme à compétence égale. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai ce qui vient d'être dit. À l'IRD, par exemple, nous, on recrute par commission scientifique sectorielle. Donc chaque commission a ses disciplines, ses thématiques. Et la complexité, c'est le temps dernier, on avait 3 postes par commission. Donc vous voyez, l'équation était compliquée. Mais il y a certaines commissions dans lesquelles on a pu avoir 2 femmes, 1 homme. Mais moi, toutes les commissions sont quand même arrivées avec 2 hommes, 1 femme. Donc ça a été un travail de 2 journées pour réexaminer avec les présidents et les présidentes des commissions scientifiques les dossiers. Mais on a quand même un secteur qui souffre, c'est celui de l'intelligence artificielle, de la bioinformatique, dans lesquels on a quand même, je pense, de mémoire, sur 16 dossiers, on avait 15 hommes. Donc voilà, il faut qu'on aille aussi chercher dans des secteurs où on a encore assez peu de femmes qui se présentent à nos concours. Et moi, ce qui me choque le plus encore, je ne sais pas vous, mais j'étais encore la semaine dernière au Grand Sommet One Ocean Summit à Brest, d'être dans la salle comme vous et de voir sur le plateau 6 hommes et 1 femme. Je me dis, c'est pas possible. Les expertes, elles existent. Donc, de temps en temps, quand même, on est très interpellés. Des plateaux télé aussi, c'est pareil, quoi. Pendant la crise, moi, je pouvais proposer un certain nombre d'experts qui pouvaient parler de Covid, d'éminents virologues, d'épidémiologistes. Seulement, on ne fait pas forcément appel aux femmes. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on rectifie vite. Et donc ça, c'est vraiment culturel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut forcer les choses pour qu'on arrive à justement plus de parité dans les conférences. Tout à fait. Enfin, tout ça est lié. Après, je reviens sur l'intelligence artificielle parce que c'est très important ça. On a fait je crois, il me semble qu'on a fait un événement autour de ça au CEA avec d'autres organismes sur l'intelligence artificielle. Si les femmes ne se positionnent pas vite, les jeunes, sur ce sujet, on va se retrouver dans quelques années avec un retour en arrière sur la parité homme-femme, parce que l'intelligence artificielle, elle va être donc faite par des hommes pour des hommes. Donc, faut pas perdre de vue ça, c'est important. Il faut vraiment qu'on fasse cet exercice-là très vite. On est vraiment en plein dedans. On prépare notre futur. Je parle aux jeunes femmes qui sont là. On prépare notre futur. Donc, il faut vraiment qu'on ait des actions sur ce domaine-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Vous dites là depuis tout à l'heure qu'il faudrait pouvoir inviter avoir plus de femmes dans ces domaines-là, etc. Mais comment on donne envie aux jeunes filles de venir quand ce qu'elles entendent le plus, c'est « Ah, bah, tu seras moins payé qu'un homme. Ah, bah, tu risques d'être harcelée au travail. » Enfin, c'est difficile de les motiver. Comment on peut faire ça ? Alors, en fait, d'abord, il faut attirer les jeunes femmes vers les métiers scientifiques, puisque nous, on est plutôt dans le domaine scientifique. Donc ça, c'est déjà important de le faire très tôt et présenter nos métiers comme étant attractifs pour des jeunes femmes. Après, c'est à l'entreprise de vous protéger. Et c'est pour ça que moi, je milite évidemment beaucoup sur ça depuis toujours. Et comme on l'a dit, nos organismes sont très bien outillés pour éviter que des jeunes, femmes en particulier, mais des jeunes en général,
puissent avoir une appréhension à venir travailler parce qu'ils vont se retrouver dans un milieu qui ne les protège pas. Donc, pour moi, ça me paraît impossible que vous ayez cette appréhension. Alors, vous l'avez, hein, je ne nie pas que vous puissiez l'avoir, mais du coup, ça nous invite collectivement à réfléchir davantage pour vous garantir que vous pouvez venir travailler dans nos entreprises en toute sécurité et faire le travail que vous aimez, que vous soyez un homme ou une femme, et donc en particulier une femme. Et donc, voilà, c'est notre responsabilité en tant qu'entreprise de vous garantir ça. Et en tout cas, moi, je vous le garantis au CEA. Hein. Donc, et si jamais, par malheur, ça arrivait, j'invite tous les jeunes à qui ça pourrait arriver à venir me le dire personnellement. Moi, j'ai toujours été très à l'écoute de ça. J'ai compris très vite, en fait, que, et c'est plus le cas aujourd'hui avec tout ce qu'on voit, que la parole des femmes, en général, était peu entendue dans un milieu qui était historiquement très masculin. Donc c'est pour ça aussi que plus de femmes dans toutes les strates de l'entreprise, ça va aussi permettre, me semble-t-il, de résoudre plus rapidement ces problématiques. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Oui, moi je veux bien intervenir. Je crois que dans tous les cas, il faut oser. Voilà, dans tous les cas, il faut oser, en tout cas, oser postuler malgré tout dans ces métiers. Et puis, comme disait Madame Piketty, effectivement, hein, l'entreprise est là, effectivement, pour vous protéger, pour vous accompagner, et surtout ne pas laisser croire que ça n'est pas le cas. Et je pense qu'il est extrêmement important en fait de... Alors attendez 2 secondes, il faut que je me brancher, sinon je vais vous perdre. Bon. Pardonnez-moi. Comment dire, dans les... je vois qu'il y a des... Et puis en fait, il faut aussi quelque part réussir à en parler, je pense. Hein, si on sent qu'on est un peu en difficulté, il faut réussir à parler très rapidement, comme disait Madame Piketty, il faut réussir à en parler très vite. Et puis donc se faire accompagner, parce que c'est absolument pas possible que ce type de situation puisse se passer, qu'on soit harcelé. C'est absolument intolérable. Donc il faut en parler très vite pour écraser tout ça dans l'œuf et qu'il y ait une action qui soit portée vers les personnes effectivement qui se comportent mal très rapidement. Et il faut, en fait, de mon point de vue, il faut surtout rien laisser passer et ne pas se dire, parce qu'effectivement j'ai pu aussi le rencontrer, de certaines jeunes femmes, nouvelles maîtres de conférences, et puis qui disent, ben voilà, moi il y en a certains là, je vais plus en salle de pause parce que ils ont des propos inappropriés, enfin ça me plaît pas, ça me met mal à l'aise. Mais en gros, j'en parle pas parce qu'en fait, je pense que si j'en parle à quelqu'un, comme en fait, je vais en parler à quelqu'un de cette même communauté d'enseignants-chercheurs, et ils vont se soutenir, ils vont se protéger, et au bout du compte, rien ne va changer, et c'est sur moi que ça va retomber. Mais surtout pas, quoi. Enfin, je veux dire, il faut en parler, il faut trouver effectivement la personne qu'il faut. Et moi, enfin, je veux dire, par exemple, dans mon établissement, je suis vraiment extrêmement attachée à ces éléments-là. Et si on n'a pas trouvé la personne qui convient, moi, je fais toujours connaître en disant que je suis là et je peux entendre. Alors après, je ne saurais pas forcément gérer la situation, je passerai à quelqu'un d'un peu plus professionnel, mais en tout cas, je peux entendre et je peux avoir une action rapide pour faire que ces choses-là s'arrêtent. Et en tout cas, parce que je ne peux pas accepter ça. Et moi, j'engage vraiment les jeunes filles, hein, surtout à ne pas craindre ça, mais punaise, mais osez, quoi. Osez, allez-y. Et puis ensuite, après, si c'est compliqué, eh bien, ne laissez rien passer, jamais. Alors, il ne faut pas croire non plus qu'on est complètement en live dans ces établissements. Enfin, dans tous nos établissements, il y a des comités aussi, comités hygiène et sécurité, des comités techniques dans lesquels on parle de ces questions-là et qui remontent. Il ne faut pas croire aussi que nous, on est dans nos tours d'ivoire et que les questions de harcèlement ne remontent pas jusqu'à nous.
Donc il y a quand même des garde-fous à chaque fois, à tous les niveaux, hein, dans les laboratoires, dans les conseils, dans les commissions. Et donc voilà, il y a quand même des mesures qui sont mises en place pour stopper toutes ces actions. Et moi-même, pour avoir été victime de harcèlement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais dans un mode très protectrice, moi. Et c'était un biais d'ailleurs, hein, dans ma carrière où j'ai formé beaucoup de jeunes filles et dans des contextes différents, en Colombie, en Afrique, etc. Et quelqu'un un jour m'a dit, mais Valérie, tu te rends compte que tu n'es entourée que de femmes, de filles, que tu ne formes pas d'hommes? Et c'était le déclic parce qu'effectivement, j'avais un biais qui faisait que pour avoir été moi-même, avoir été dans des situations difficiles, eh bien, je me suis tournée plutôt vers mes homologues femmes que hommes. Et donc, il faut faire attention aussi à ça, à ne pas créer non plus des communautés trop fermées au sein de nos établissements. Merci beaucoup. Le temps nous rattrape. Nous allons devoir clôturer cette table ronde. Mais avant ça, très rapidement, si aujourd'hui vous aviez une femme ou une fille en face de vous qui aimerait s'investir dans une carrière scientifique, mais qui potentiellement aurait peur de ce plafond de verre et de ne pas pouvoir le franchir, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Oser. Oser. D'abord, ce sont des métiers fabuleux, hein. Métier de la recherche, c'est des métiers créatifs, inventifs, avec quand même une grande liberté aussi qui vous est donnée. Puis c'est les métiers d'avenir. On a quand même beaucoup de questions en suspens sur le climat, sur la biodiversité, enfin sur l'état de notre planète. Et donc, c'est la recherche scientifique qui apporte des connaissances et au-delà des connaissances, des solutions. Donc c'est vous, hein, je le dis à mes enfants qui s'orientent vers des carrières scientifiques et j'en suis heureuse, mais c'est vous, hein, qui êtes porteur d'espoir pour nous. Alors on va nous dire, oui, vous nous laissez la planète dans un état triste. Je pense que ça remonte à beaucoup d'années d'inaction, ou en tout cas d'absence de conscience, mais la recherche est là, et la recherche, elle apporte vraiment des solutions. Il faut y croire, et il faut venir vers ces métiers, et puis le plafond de verre, on s'en fiche, on le brise. Voilà. Oui, pareil, hein. En fait, nous, on travaille surtout les sujets qui sont primordiaux, des enjeux sociétaux sur tout ce qui concerne l'environnement, le numérique, la défense et la sécurité, la médecine de demain. Enfin, c'est vous qui ferez notre avenir. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a rien de mieux dans une société que la diversité et donc la parité dans nos entreprises. Donc, on a besoin que les jeunes femmes aillent vers ces métiers scientifiques. Il ne faut pas avoir de complexe. Voilà, il ne faut pas avoir de complexe. Il faut casser tous ces stéréotypes, toute cette culture qui est en nous, comme elle est en chacun d'entre nous, mais aussi chez les femmes. Donc, osez, venez nous rencontrer, hein. On a d'ailleurs, nous, un stand, là, j'ai vu CEA, donc pour parler de tous nos métiers. Et encore une fois, vous avez toute votre place, hein, dans ces métiers scientifiques. Alors écoutez, très rapidement, moi je vais dire exactement ce qu'ont dit mes collègues, hein. Donc c'est-à-dire effectivement oser, avoir confiance en soi, y croire, avoir des rêves et essayer de les réaliser et puis écouter aussi, toujours écouter parfois quelques petites voix, on l'a vu, hein, toutes les trois, on a dit que parfois on a des personnes autour de nous qui nous ont un petit peu conseillé ou qui nous ont dit mais vas-y, fais-le. Et oui, dans ces cas-là, je crois qu'il faut écouter ces petites voix à côté et puis dire oui, allez, je peux y arriver, je peux le faire et ne pas hésiter, se lancer. Et parce que je pense qu'à partir du moment où on a tenté, souvent on réussit. Merci je beaucoup. crois juste, si on peut revenir sur tout le début, on a parlé du plafond de verre comme obstacle et invisible. On a, je pense, montré toutes les trois qu'il n'était ni invisible ni un obstacle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci pour votre présence.
Pour la suite, on vous donne rendez-vous dans pas très longtemps à 11h15 pour une conférence en sciences de la Terre qui s'intitule « Des volcans et des femmes ».